Donc, on va passer maintenant au grand témoignage avec deux témoignages. Le premier de Bleuhen Lao, qui est présidente de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, et puis aussi Jean-Jacques Mortoise, qui est directeur général adjoint de l'ARS Occitanie. Donc, c'est des témoignages évidemment sur la crise sanitaire, hein, la manière dont vous avez vécu la crise sanitaire, à la fois la première vague, la deuxième vague, et donc c'est des témoignages extrêmement précieux. Je crois qu'on commence par Bleuhen Lao. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Du coup, je suis présidente de la Fédération nationale des étudiants et étudiantes en soins infirmiers. J'ai été invitée pour témoigner de l'engagement et un peu de ce qui s'est passé lors de cette crise sanitaire pour les étudiants en soins infirmiers. Il est vrai que pendant la première vague, ben, on a tous été un peu surpris par par ce qui s'était passé. Il s'est avéré que nous, nos étudiants se sont retrouvés du jour au lendemain appelés à à aller faire du renfort dans les services. Ils pensaient aller en stage et puis finalement, c'était pas tant que ça du stage, c'était plutôt du renfort aide-soignant ou alors il manquait de monde pour faire la sécurité, donc ils allaient faire la sécurité. Il manquait de monde, enfin, ils se sont retrouvés à un peu combler les trous qu'il y avait, notamment au niveau de l'hôpital public et ça a été très compliqué pour eux parce qu'on s'est retrouvés là. Il faut savoir que les étudiants en soins infirmiers, on est quand même une population relativement jeune, on a une vingtaine d'années, donc se retrouver confronté à tout ça, ça n'a pas été évident. Il y a eu des choses très compliquées. Et à la sortie de cette vague, nous avons donc décidé de faire une enquête où on a pu recueillir plus de 15 000 réponses. C'est énorme quand on sait que nous, on est 96 000 en France. On peut dire que cette enquête était représentative. Après, il y a forcément des biais comme dans toute enquête. Certains me diront, oui, mais il n'y a que ceux pour qui ce ne s'est pas bien passé qui ont répondu. Mais quand même, ça fait 15 000 réponses. Et dans cette enquête, on arrive au constat que 85% des étudiants en soins infirmiers ont été mobilisés d'une manière ou d'une autre pendant la crise. À travers cette enquête, on a pu aussi avoir plus de 4000 témoignages qui étaient tous prenants, où les étudiants nous ont vraiment témoigné, ils nous ont expliqué avec la plus grande simplicité des mots et en même temps avec des fois la réalité qui a été très compliquée pour eux à vivre. Euh, ça a pu nous permettre de faire un peu le point sur ce qui s'était passé sur cette enquête. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que euh, sur le moment, on ne s'est pas trop posé la question de est-ce que les étudiants voulaient aller aider ou pas, c'est normal. On est étudiant en soins infirmiers, dans enfin, c'était plutôt dans 2 ans et demi, 1 an et demi ou 6 mois, on allait se retrouver soignant ou infirmier, infirmière. On ne s'est pas posé la question de ce qu'il faut le faire ou pas. On l'a fait, ça a été très compliqué, mais on l'a fait, on n'a pas trop réfléchi, on n'a pas eu tant que ça euh, peur sur le moment. On savait juste pas quand est-ce que ça allait s'arrêter, mais à peu près comme toute la population finalement. Et c'est, si vous voulez, ce qui a été très compliqué après, c'est au moment où c'est retombé, quand il y a eu le déconfinement, que les choses ont commencé à se calmer, où l'adrénaline aussi est redescendue. Là, ils ont pu un peu réaliser tout ce qui s'était passé. On a eu beaucoup d'étudiants qui nous ont appelés, qui nous ont témoigné qu'en fait, c'était très compliqué de, de réaliser tout ce qui s'était passé, que en fait ils se sont rendus compte de choses atroces, qu'il y a des étudiants qui nous témoignaient que bah, il y a des nuits, ils descendaient cinq corps, enfin c'est une étudiante notamment qui nous a témoigné de ça, elle a descendu 5 corps en une nuit à la morgue toute seule. Une étudiante de deuxième année, elle avait 19 ans. À 19 ans, alors je sais qu'on a un métier, on a un futur métier, on va être confronté au décès. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais confronté dans de telles situations seul, c'est ça qui nous semble pas normal et qui nous semble très compliqué à vivre pour des étudiants. Quand on a des étudiants qui nous appellent et qui nous disent, non, ils sont même plus étudiants parce qu'ils ont été diplômés, ces jeunes-là, qui nous appellent et qui nous disent, bah, en fait, moi, mes 15 dernières semaines, sur mon semestre 6, j'ai été mobilisée uniquement en tant qu'infirmier ou qu'infirmière. Et
j'étais pas diplômée. On sait tous et toutes que c'est pas légal parce que c'est écrit dans la loi. Pour être diplômé, faut avoir fait notamment les 3 ans, il faut avoir validé un certain nombre de stages, un certain nombre de CTS. On ne peut pas être infirmier avant l'heure. Et là, il s'est avéré que dans beaucoup d'hôpitaux, ils ont pris les décisions de mettre ces étudiants de fin de troisième année, à qui il restait 6 mois, de faire du renfort infirmier. Et il s'est avéré que certains d'entre eux, parce qu'ils sont étudiants, et que quand on a 3 ans de formation, c'est pas 2 ans et demi, et ben ils ont fait des erreurs. Alors oui, il n'y a eu aucune erreur qui est apparue au niveau disciplinaire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'entendra jamais parler parce que ça a été tu, parce qu'on savait pertinemment qu'il fallait mieux le taire pour pas que ça fasse scandale. Mais quand on a des étudiants qui sont devenus diplômés alors qu'il y a eu des erreurs, enfin, et que eux sont conscients de cette erreur parce qu'ils s'en sont rendus compte, mais que ça a été couvert et que personne n'a rien dit et qu'on leur a juste dit, ok, en gros c'est pas grave, on passe à autre chose. Bah, ces étudiants, ils se construisent comme ça dans leur enfin, dans leur nouvelle profession, avec l'idée que bah, ils ont mis en danger des patients. Ils ont mis en danger des patients, et c'est ça qui pose souci actuellement, c'est que certes, on est étudiant, mais on a déjà des patients entre nos mains et on aura des patients entre nos mains demain. Et c'est ce qui rend aujourd'hui la chose très compliquée. Euh, du coup, voilà ce qui s'est passé cet été. Et quand on voit que la seconde vague arrive début octobre, du coup, on recommence à se dire, ça y est, c'est reparti, on est vraiment dans la seconde vague. Et qu'on se rend compte que ça recommence exactement comme sur la première vague. Exactement, il n'y a rien qui change. Strictement rien. Strictement rien, sauf que cette fois-ci, on sait ce qui nous attend. Et là, c'est de la colère qui monte auprès des étudiants parce que, ouais, on va aller aider, encore une fois, il y a pas de souci, on va aller aider. Mais s'il vous plaît, on sait ce qu'on demande d'ailleurs au gouvernement, protégez un minimum notre formation. Protégez un minimum notre formation, ne nous laissez pas encore mobiliser en tant qu'aide-soignant. Non pas que ce soit pas bien et qu'on n'apprenne rien quand on fait en tant qu'aide-soignant, mais on s'est engagé dans une formation de soins infirmiers. On n'est pas là pour apprendre à être aide-soignant, on est là pour apprendre à être infirmier. Comment voulez-vous qu'on apprenne si on ne nous donne pas les moyens? Et ça a été très compliqué, c'est ça qui a fait monter la colère parce que cette fois-ci, après cette première vague, et le gouvernement qui a écrit plusieurs vade-mecum sans forcément nous concerter, sans forcément prendre en compte les remarques et toutes les choses dont on aurait pu apprendre sur la première vague, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Les histoires de fermeture des IPSI, encore une fois, on a été oublié parce qu'on avait un texte on n'est pas sur les mêmes textes que l'enseignement supérieur, ça a à nouveau été oublié, et pourtant on avait prévenu. Enfin, il y a cette fois-ci, on a donné la possibilité aux ARS d'arrêter des formations, et certaines ARS ont pris les décisions comme ça d'arrêter la formation des étudiants comme ça, et du jour au lendemain, on leur dit, vous êtes plus étudiant, vous allez aller prêter main forte. Vous allez aller prêter main forte et on verra après comment vous allez comment vous allez diplômer. Peut-être que finalement, il n'y aura plus besoin d'avoir 3 ans d'études pour être infirmier, ou peut-être que si, du coup, on va décaler votre diplôme. Et c'est c'est ce qui nous rend très en colère aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans quelques heures, les étudiants en soins infirmiers se retrouvent devant le ministère de la Santé pour faire entendre leur colère parce que c'est plus possible. C'est plus possible qu'on soit la variable d'ajustement. On veut bien aider, mais en fait, faut vraiment, et c'est ce que nous font monter tous les étudiants et les étudiantes, c'est que on veut bien aider, mais pas à n'importe quel prix. On veut bien aider, mais s'il vous plaît, il faut qu'on ait un arrêté qui vienne cadrer ça. On ne peut pas être mobilisé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains étudiants qui ont été mobilisés 10 semaines sur la première vague, et là encore 5 à 6 semaines. Ça veut dire 15 à 16 semaines de mobilisation. Quand on sait qu'un semestre dure 20 semaines, ça fait que certains étudiants ont eu 20 semaines de mobilisation sur une formation de 3 ans. C'est énorme d'avoir un semestre en moins presque de formation, et c'est ce qui nous rend très en colère aujourd'hui. Et je pense que la question, c'est que oui, on veut aider, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas aider. Et d'ailleurs, je pense que ce serait pas honnête parce qu'on a clairement aidé pendant la vague. 85% de mobilisation, ça représente 81 000 étudiants. Je pense qu'en termes de ressources humaines,
certes, on est là, on est en nombre, il n'y a pas de souci. Mais si on veut rester en nombre, parce que c'est ça aussi la chose, c'est que on sait pertinemment qu'il manque de soignants et de soignantes, mais si on fait rien pour préserver un minimum les futurs soignants et les futures soignantes, pour qu'on leur donne pas un minimum envie de rester, qu'on ne donne pas les capacités d'apprendre à soigner et de devenir des professionnels de santé qualifiés, bah, les patients vont être en danger. Il y aura clairement, nous ce qu'on craint, c'est que dans quelques années, après cette crise sanitaire, il y ait une crise de santé publique et qu'en fait, il n'y ait plus aucun infirmier, infirmière parce que tout le monde aura arrêté ou que personne ne sera en capacité. Et je pense qu'il faut arrêter de se dire que on peut sacrifier à tout va notre formation. On a besoin d'avoir un diplôme dans le soin infirmier, et non pas un diplôme Covid. On s'est pas engagé là-dedans. Certes, personne s'était engagé là-dedans. Mais je pense que on a clairement besoin des étudiants et on a besoin des infirmiers dans quelques années. On va en avoir besoin. Et à l'heure actuelle, on met grandement en danger cette profession en bafouant la formation comme c'est fait depuis 9 mois maintenant. Bon, merci. Je crois que le message de la demande de protection de cette formation est très clair. Je vais passer la parole à Jean-Jacques Morfoise, qui est donc le directeur général adjoint de l'ARS Occitanie sur son expérience. Merci, Monsieur Martin, de me donner la parole et de m'avoir convié à cet échange. Bien sûr, c'est toujours extrêmement compliqué. Après un tel témoignage où on sent l'émotion, il n'y a pas que de la colère, je pense qu'il y a aussi une certaine fierté de l'engagement, effectivement, de Bleu là-haut et de tous ses collègues. Peut-être je répondrai, je finirai par lui donner quelques éléments de réponse de ma vision des choses en tant qu'agence régionale de santé Occitanie. Pour faire le lien avec les témoignages précédents, tous ont souligné un lien extrêmement fort entre la notion de santé et de santé publique et de vulnérabilité. Quel que soit l'indicateur de santé publique qu'on veuille prendre, la notion de vulnérabilité, quelles que soient les causes de cette vulnérabilité, sont toujours extrêmement liées, et que si on ne s'attaque pas à ce sujet, effectivement, on ne répond pas à la question des enjeux de santé publique. Alors, les jeunes sont particulièrement vulnérables. On parle beaucoup des personnes âgées en termes de vulnérabilité, on oublie souvent les jeunes. Ils sont vulnérables pour un certain nombre de raisons que je vais reprendre, et aussi parce que, comme ça a été très clairement exposé, ils sont exposés à un certain nombre de facteurs socio-économiques qui les exposent à un certain nombre de problématiques plutôt dans le champ de la prévention au regard d'un certain nombre de maladies, les maladies liées aux addictions, les maladies liées aux transmissions sexuelles par exemple, c'est un sujet bien connu du sida et autres. Donc tout ça fait que ces jeunes sont particulièrement exposés aux problématiques de santé. La crise du Covid n'a fait qu'exacerber cette fragilité, et en véhiculant une idée, une croyance fausse sur laquelle je voudrais revenir, c'est-à-dire de penser que les jeunes sont quelque part protégés face au coronavirus, sous prétexte, et c'est en partie vrai, que la fréquence des troubles somatiques, notamment des pathologies pulmonaires, est beaucoup plus faible en termes d'incidence chez les personnes jeunes que chez les personnes âgées, ce qui est une évidence. Bien que je rappelle certains jeunes font des formes très graves, il y a eu un certain nombre de décès de jeunes qui n'avaient pas de comorbidité particulière du fait du coronavirus, et qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des formes chroniques, chronicisées de cette maladie, dont certains jeunes ne sont pas exempts. Mais surtout, au-delà de l'approche somatique qui est stigmatisée aussi par nous-mêmes du fait des besoins en lit d'hospitalisation, en lit de réanimation, avec ces indicateurs qui sont suivis tous les jours, on oublie quelque chose d'essentiel, c'est aussi l'impact psychosocial de cette maladie et de cette pandémie, pour lequel, là, les jeunes, comme d'autres populations, comme les personnes âgées, bien sûr, on en a parlé, sont tout aussi exposés à ce risque psychosocial lié au coronavirus. Donc s'il y a un point tout à fait essentiel, et c'est ce que j'essaye d'aborder avec les jeunes pour voir comment
on trouve des solutions ensemble, c'est que ne vous croyez pas protégé du coronavirus en faisant n'importe quoi, parce que vous êtes les premiers à être exposés sur l'impact psychosocial et derrière l'impact aussi économique, ça a été brillamment démontré par les interlocuteurs précédents, et malheureusement de manière un petit peu durable, puisque la pandémie maintenant dure depuis quelques mois et va encore durer quelques mois. Donc face à cela, ce que je voudrais peut-être insister, ce sur quoi je voudrais insister également, de manière plus positive, c'est l'extraordinaire réponse et engagement des jeunes face à ça. D'abord, face à une prise de conscience collective sur l'importance de la santé, de cette ressource rare, essentielle pour être heureux, du lien et cette prise de conscience essentielle aussi du lien intergénérationnel, et que effectivement on était tous concernés, quelle que soit notre tranche d'âge, et qu'on ne s'en sortira qu'ensemble. Et puis, dernière chose, sur l'intelligence collective que démontre la jeunesse pour trouver des solutions. Sans faire de psychologie du développement un peu simpliste, je rappelle que l'interdit ne sert strictement à rien. On entend souvent dans un espèce de pseudo-conflit intergénérationnel qu'il suffirait d'interdire aux jeunes de sortir pour trouver la solution au problème. C'est bien sûr une bêtise, parce que l'interdit ne fonctionne pas. Dans une psychologie de développement, où quand on est jeune, par définition, d'une part, on se construit sur la transgression aux règles, on est tous passés par là, et c'est quelque part un besoin quasiment viscéral, et en plus, on a cette espèce de sentiment de toute puissance, quasiment d'immortalité, qui fait qu'on a une tendance naturelle à réduire les risques. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est de faire confiance aux jeunes pour mobiliser leur intelligence collective, pour trouver des solutions, quelque part, réinventer la vie. Ils nous l'ont démontré dans d'autres thématiques, par exemple sur le développement durable ou sur l'écologie. Ils sont en train de nous le démontrer. Je pense très sincèrement, et on a quelques beaux exemples en région Occitanie là-dessus, pour voir comment on sensibilise les jeunes pour réinventer sa vie, réinventer la façon de faire la fête, pour tenir compte aussi de cette réalité. Pour rebondir un peu sur les propos de Bleu Lao, aussi il y a eu un engagement, et il y a un engagement fantastique de l'ensemble des jeunes, bien sûr sur un engagement au titre de l'économie sociale et solidaire, que ce soit à travers des associations ou autres, très spontané et en masse. Il y a un engagement à travers le service civique, par exemple, également pour aider l'ensemble de la population, que ce soit à aider à trouver un toit, aider à trouver un repas, aider à compenser une perte d'emploi, aider à apporter des solutions hydroalcooliques à tel ou tel endroit, ou à faciliter le dépistage. Et il y a, je voudrais finir là-dessus, un engagement tout à fait exceptionnel de l'ensemble des jeunes et des étudiants des professions de santé, au-delà des instituts de formation en soins infirmiers. Bien entendu, ça concerne aussi les étudiants en médecine, par exemple, ou d'autres professions qui se sont très, très fortement mobilisés pour répondre à ces besoins et à cette crise. Peut-être deux, trois choses pour finir. D'abord, le témoignage de Bleuhen est assez frappant parce que j'entends les mêmes témoignages de professionnels de santé dont la formation remonte à il y a de nombreuses années. Il est incontestable que cette crise bouscule complètement l'ensemble de l'organisation, qu'on soit dans un établissement de santé, dans un EHPAD, dans un dispositif de soins primaires. Et on a une confrontation extrêmement brutale face à cette réalité que constitue la pandémie de coronavirus. On a, je l'affirme, à faire face à un syndrome post-Covid, au sens du psychotrauma, qu'on n'a probablement pas encore suffisamment anticipé parce qu'on est tous un petit peu le nez dans le guidon, là, à préparer la vaccination, qui est un point positif. Et il faudra qu'on s'en penche très vite sur l'organisation et la réponse et l'accompagnement des professionnels, des aidants, des personnes atteintes de cette maladie, notamment face aux formes chroniques, pour répondre à cette question et dépasser ce traumatisme vraiment que constitue
que constitue cette maladie et qui touche, qui frappe en premier lieu, bien sûr, l'ensemble des professionnels de santé, y compris, bien sûr, ceux en formation. On en a pleinement conscience de cela, il faut continuer à le construire. Il y a eu des dispositifs nationaux, des points d'écoute, des relais via les professionnels, les cellules d'urgence médico-psychologiques, mais il faudra compléter cela. Petite précision pour Bleuhen, en tous les cas, en ARS Occitanie, nous n'avons pas fermé les instituts de formation aux soins infirmiers. On a essayé d'accompagner au mieux, effectivement, l'évolution de ces stages. On a fermé, effectivement, des instituts de formation sur des formations professionnalisantes de professionnels déjà en place, notamment, par exemple, les infirmiers anesthésistes, les cadres de santé ou les infirmiers de bloc opératoire pour 2 mois, le temps de leur permettre de filer un coup de main dans leurs institutions auprès de leurs collègues. Voilà. Petite précision complémentaire. Je vais peut-être m'arrêter là dans un premier temps et répondre à vos questions. Bon, merci. On n'a hélas pas le temps de répondre, de prendre des questions. On est déjà un petit peu en retard. Donc, on va terminer à la fois ce panel et ces grands témoignages parce que c'était extrêmement instructif et intéressant. Ce que je vous annonce, c'est que donc on va passer donc au focus 2 qui est autour de l'enseignement, que transmettre à une génération de recherche de perspective qui sera animée par Patrice Geoffron. Donc vous restez sur la même adresse et le même streaming et ça va commencer dans quelques instants. Donc voilà, merci beaucoup à tous, merci pour vos questions, merci aux panélistes et merci aux grands témoins. À très bientôt.